listen-only mode. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire web Les 5 niveaux du décisionnel intégré. Je m'appelle Caroline Stewart et je suis votre opératrice pour ce séminaire web aujourd'hui. Je vous présente mes deux collègues, François Selbel et Isabelle Goron. Si vous avez des questions, nous allons répondre toutes les questions après la présentation. Maintenant, je vais donner la main à Isabelle Goron. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Jaspersoft. Donc comme l'indiquait Caroline, le webinaire aujourd'hui a pour thème le décisionnel intégré. Donc pendant ce webinaire, nous allons explorer les solutions Jaspersoft et les réponses proposées pour mettre en place une solution BI Jaspersoft intégrée à vos applications logicielles. Donc l'objectif est bien sûr d'enrichir vos applications logicielles des fonctionnalités de reporting, de tableau de bord ou encore d'analyse de données. Donc chaque application métier a pour point de départ l'automatisation d'un processus métier qui peut être par exemple l'interaction avec des clients. Donc des opportunités de nouveaux clients, le traitement de tickets d'accès par exemple aux services ou bien la gestion financière. Et tandis que les applications guident ou bien vont exécuter ces processus, elles collectent également des données en parallèle. Donc ces données sont généralement stockées dans une base de données de transactions ou dans un entrepôt de données, et principalement pour des fins d'automatisation et de gestion des processus métiers. Donc de plus en plus, cette application est transformée en information par le biais de rapports, de tableaux de bord et d'analyses. Donc les données vont correspondre à une communication de serveur à serveur ou d'application à application. Et les utilisateurs ont besoin de données converties en informations, qu'il s'agisse du titre d'un tableau avec des colonnes ou des diagrammes, avec des titres et des métriques faciles à lire. En fait, ce qui est important, c'est que la valeur des données puisse être exploitée au-delà de leur simple utilisation au service de l'application. Donc de plus en plus d'études issues des milieux universitaires et des entreprises prouvent que les informations peuvent aider à prendre de meilleures décisions, en tout cas de mieux documenter les décisionnaires. Donc c'est la raison pour laquelle les applications analytiques sont aujourd'hui si recherchées et au cœur des préoccupations de nombreux grands éditeurs d'applications. Donc les applications orientées données ou analytiques peuvent optimiser en fait des prises de décision. D'ailleurs, elles sont souvent identiques à celles requises par les processus même qu'elles automatisent. Donc au programme, on va voir en fait qui est Jaspersoft, pourquoi Jaspersoft pour le décisionnel intégré, voir donc le niveau 1, 2 et 3 du décisionnel intégré. On aura une démonstration. Ensuite, on expliquera de nouveau le niveau 4 et 5. Et puis, on aura de nouveau une démonstration à la fin. Donc, on prendra vos questions et nous y répondrons. Donc, qui est Jaspersoft? Jaspersoft est un éditeur de solutions de business intelligence, une société américaine donc de plus de 150 employés dans le monde et qui est numéro 1 des éditeurs de logiciels de business intelligence en open source. Donc c'est un éditeur qui va proposer une solution décisionnelle open source commerciale qui est moderne, flexible, donc facilement intégrable
et abordable, donc qui propose un coût d'intégration très intéressant. C'est une suite décisionnelle de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'effectuer des rapports, des tableaux de bord, de faire de l'analyse et de l'intégration de données. Donc Jaspersoft bénéficie d'une belle croissance. Donc entre 2008 et 2012, 50 à 60% de son chiffre d'affaires accru. Jaspersoft bénéficie également d'une belle reconnaissance sur le marché auprès des journalistes et notamment le Gartner qui nous positionne dans son Magic Quadrant. Donc on est, à ma connaissance, l'unique éditeur de solutions open source BI positionnées dans ce Magic Quadrant. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une communauté qui est très dynamique, avec 30 000 utilisateurs créateurs de décisionnels, 3 000 téléchargements produits par jour, 250 membres inscrits. Voilà, quelques chiffres qui vous donnent une idée de Jaspersoft, qui nous sommes et du dynamisme. Donc on est présent dans à peu près tous les secteurs d'activité et un de ces secteurs d'activité pour nous est le secteur des ISV, donc des éditeurs de logiciels. Donc vous voyez en fait quelques-unes de nos références, pas des moindres puisqu'il s'agit de Red Hat qui a embarqué en fait Jaspersoft dans son produit au niveau de la virtualisation des serveurs. On a également embarqué dans une application de HP, Tipping Point. Donc c'est un logiciel qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par HP. On va voir d'autres références par la suite. Donc pourquoi Jaspersoft pour le décisionnel intégré? On en parlait tout à l'heure, justement pour son architecture. C'est une architecture 100% web qui va être facilement intégrable. Pour la connectivité des données, on va pouvoir s'adapter à toute source de données et aller rechercher en fait des informations dans différentes sources de données, des bases relationnelles de type Oracle, SQL Server, IBM, Infobright ou Ingres, ou encore Big Data avec Hadoop, Gemfire, ou bien également des fichiers Excel, XML ou des fichiers plats. Jaspersoft, les solutions de Jaspersoft vont être orientées pour tout type d'utilisateurs, que ce soit des créateurs, des développeurs de rapports, ou bien des utilisateurs métiers qui vont avoir besoin d'effectuer des rapports. Et enfin, Jaspersoft est réputé et reconnu avec des solutions qui sont avec un coût très abordable. Donc pour son architecture, c'est une architecture 100% web, légère, donc qui offre des fonctionnalités de mutualisation compatibles SaaS et qui permet l'intégration aux infrastructures de sécurité existantes de type LDAP. Donc ça, c'est un logiciel orienté interface utilisateur avec un serveur web, une logique applicative et des accès aux données. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on va pouvoir aller rechercher des données dans différentes sources, que ce soit des analyses de transactions, de big data ou de fichiers, différents types de fichiers. Donc Jaspersoft s'adresse à tout profil d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs occasionnels, ou bien des gestionnaires, ou bien des analystes, des développeurs, des utilisateurs très expérimentés, BI. Donc on va permettre de faire du reporting interactif, avec des graphiques qui vont être animés, des filtres et des tris. On va permettre de faire des tableaux de bord de manière en simple glisser-déposer. Ça va permettre également de faire des requêtes et des rapports ad hoc.
des analyses de données assez puissantes avec un moteur OLAP. Donc Jaspersoft est réputé, donc il y a plus de 100 000 applications orientées données qui fournissent des fonctionnalités décisionnelles et contextuelles grâce à Jaspersoft. Donc parmi ces 100 000 applications, on a en fait Red Hat, Money Giving également, comme on en parlait tout à l'heure, et puis les applications internes du Centre de sécurité navale américain. Notre communauté est dynamique et grandissante tous les jours. Nous avons donc des versions qui vont être en libre service, gérées par la communauté, et des versions commerciales dont on va parler aujourd'hui et dont on va faire la démonstration aujourd'hui. Donc là, on a choisi de vous montrer trois références qui nous semblent intéressantes. Il s'agit de Convio Luminate. C'est un logiciel en fait de collecte de fonds pour organismes à but non lucratif. Cela va permettre en fait de suivre la trace budget avec les données réelles et métriques des campagnes de collecte. Donc c'est directement placé dans un cloud et ça va être donc des rapports effectués à la demande. Avec Virgin Money, donc Jaspersoft est embarqué avec la fonctionnalité de multitenant. Donc la version est en ligne web, est en ligne via le web. Donc c'est un site orienté donc grand public. Cette application va permettre aux organisations caritatives d'installer leur propre site web et de gérer des donations. Et enfin avec Mosaïque, c'est une solution médiatique de gestion. Donc elle est conçue pour les professionnels créatifs dans le film et l'industrie de musique. Donc en fait, elle va gérer, c'est une application qui va gérer les sons. C'est comme une chaîne d'approvisionnement en fait de gestion médiatique. Donc cette interface doit être attrayante pour l'industrie de la musique justement. Donc voilà, là on est arrivé à un slide où on fait en fait une enquête. Donc on pose deux questions et vous allez voir sur votre écran apparaître un écran qui va vous permettre de répondre à ces questions et de voter. Donc la première question est: intégrez-vous actuellement Jaspersoft à une application? Donc la réponse est soit oui, soit non. Donc là vous pouvez voter. Et la deuxième question va être: si vous utilisez ou évaluez Jaspersoft, utilisez-vous le serveur ou simplement la bibliothèque? Donc la première réponse est: j'utilise Jasper Report Library et iReport. Ou bien la deuxième réponse est: j'utilise Jasper Report, serveur et iReport. Voilà, donc on vous laisse le temps de voter. Vous avez donc les réponses qui apparaissent sur votre écran et vous pouvez cliquer sur l'une des deux réponses. Ok, donc le vote est terminé.
Donc maintenant, nous allons parler de la définition des 5 niveaux, ces 5 niveaux du décisionnel intégré. Je vais donner la parole donc à mon collègue François Serbel, qui est responsable technique. François va prendre la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement je vais vous présenter les 5 niveaux que nous avons dans ce webinaire, les 5 niveaux d'intégration possibles que nous avons identifiés. Donc, je vais commencer par vous présenter les premiers niveaux, ensuite je vais vous faire une petite démonstration concernant ces premiers niveaux. Je vais revenir sur le diaporama pour vous présenter les niveaux suivants et je terminerai par une démonstration de ces niveaux. Donc le premier niveau d'intégration consiste à utiliser la bibliothèque Jasper Report pour embarquer, je dirais, la génération de rapports dans votre application. Donc cette bibliothèque étant une bibliothèque Java, cela signifie que vous devez donc développer en Java et vous allez pouvoir préparer des rapports et les mettre à disposition de l'utilisateur en fait dans son application métier. Donc concrètement, vous allez préparer des rapports, vous allez les concevoir et c'est votre application qui va pouvoir les présenter à l'utilisateur. Donc ces rapports seront complètement intégrés à votre application, qu'elle soit web ou non. Ils pourront être formatés en fait pour soit pour être vus depuis votre application, soit pour être exportés, peut-être même pour être imprimés. Et ce sera votre application métier qui va exécuter ces rapports elle-même. Et donc les sources de données sur lesquelles les rapports vont s'exécuter seront dans la plupart des cas les données de production. Alors évidemment, les personnes qui vont en bénéficier en premier, ce seront les utilisateurs, puisqu'ils pourront exécuter des rapports de manière complètement transparente depuis l'application. Alors, pour faire ce premier niveau d'intégration, en fait, vous allez avoir besoin de la bibliothèque Jasper Report Library pour exécuter les rapports et de Jasper Soft iReport ou Jasper Studio pour concevoir les rapports précis au pixel près et pour pouvoir les exécuter ensuite. Simplement, du côté technique, vous allez il faut prendre en compte le fait que les rapports, les fichiers de définition des rapports, les modèles de rapports seront très intégrés, je dirais, dans votre application. Ça signifie que lorsque vous voulez faire des mises à jour de rapports, les fichiers, les modèles de rapports seront liés à votre application et donc dans certains cas, ça signifie qu'il faudra redéployer par exemple votre application web, le fichier WAR de l'application web. Il n'est pas forcément non plus toujours facile de conserver l'apparence et la charte graphique, je dirais, de votre application, puisqu'on se situe à un très bas niveau. Et donc ça signifie qu'il faut retoucher les rapports, chaque rapport étant autonome en quelque sorte. L'utilisation d'un style commun n'est pas forcément aisée. Et puis, cela signifie aussi que, étant donné que c'est votre application qui va générer les rapports, automatiquement, ça va être à votre application de gérer par elle-même tout ce qui va être la sécurité. Donc, autrement dit, c'est votre application qui va devoir gérer les données à afficher dans le rapport. C'est votre application qui va aussi devoir gérer, donc vous allez devoir faire du code pour gérer éventuellement des fonctionnalités d'exécution automatique de rapports, si vous voulez mettre ce type de fonctionnalité à disposition de vos utilisateurs. Et puis, c'est votre application aussi qui va devoir gérer, en fait, si vous voulez que les rapports puissent être publiés ou si vous voulez que les rapports soient interactifs avec des liens entre les rapports, ça va aussi être à votre application de gérer tous ces aspects. Le second niveau d'intégration consiste à utiliser un serveur de reporting, donc en l'occurrence Jaspersoft Report Server. Donc,
En plus de ce que propose le premier niveau d'intégration avec la bibliothèque, le serveur embarque lui aussi la bibliothèque, donc il a les mêmes fonctionnalités, mais en plus il va proposer certaines facilités, comme par exemple la gestion automatique de tout ce qui va être les paramètres des rapports, puisque si un rapport comporte des paramètres, eh bien le serveur peut très bien prendre en charge l'affichage de la boîte de dialogue qui va permettre à l'utilisateur de renseigner ses paramètres. Le serveur va aussi pouvoir prendre en charge tout ce qui va être les liens entre les rapports ou les liens qui vont permettre de zoomer dans le détail des rapports. Le serveur apporte aussi des fonctionnalités de planification qui vont permettre à l'utilisateur de planifier lui-même l'exécution de rapports et de les envoyer aussi par email, par exemple. En ce qui concerne la mise à jour des rapports, vous allez complètement décorréler, je dirais, les rapports de votre application. Ça signifie que lorsque vous voulez mettre à jour un rapport, vous allez pouvoir mettre à jour ce rapport sur le serveur, dans le référentiel du serveur, sans devoir pour autant modifier votre application. Et donc, vous allez séparer la couche visualisation de la logique de votre application, ce qui va faciliter les mises à jour de rapports sans devoir toucher le code de votre application ou sans devoir, disons, redéployer votre application. De plus, les rapports et le référentiel comportant donc tous les rapports est accessible à travers un navigateur web, donc les utilisateurs vont pouvoir exécuter des rapports uniquement avec leur navigateur web sans pour autant devoir disposer d'une application Java embarquée, enfin placée sur leur poste de travail, donc dans le cas d'une application lourde par exemple. Alors là encore, ce sont les utilisateurs qui vont bénéficier de ce reporting. Et pour le mettre en place, vous allez avoir besoin non plus de la bibliothèque Jasper Report Library, mais ce coup-ci de Jasper Report Server, qui lui va vous permettre donc de publier les rapports pour pouvoir ensuite soit les intégrer dans votre application à la volée. Vous allez déléguer à Jasper Report Server la génération du rapport. Au lieu de piloter la bibliothèque, c'est Jasper Report Server qui va générer le rapport. Et puis aussi de iReport, puisque vous allez toujours avoir la possibilité de créer les rapports, donc le studio de développement de rapports est toujours nécessaire. D'un point de vue technique, tout ce qui va être la gestion du référentiel comportant tous les rapports va être prise en charge par le serveur, la planification est prise en charge par le serveur, la sécurité est prise elle aussi en charge par le serveur. Au niveau de la sécurité, ça signifie que vous n'allez pas avoir à gérer les utilisateurs et disons les droits d'accès sur les rapports en fonction des utilisateurs dans votre application. Le serveur peut s'en charger pour présenter les rapports aux utilisateurs. De même, le serveur, lorsqu'il exécute un rapport, peut proposer aussi la possibilité d'envoyer ce rapport par email ou d'exporter ce rapport dans un des nombreux formats disponibles, que ce soit du PDF, de l'Excel ou un autre format, parmi lesquels on a Word, OpenOffice, Flash et PowerPoint aussi. De même, l'interface web de votre application, si votre application est une application web, vous allez pouvoir la conserver et utiliser Jasper Report Server en back-end à travers des API que sont les web services SOAP et l'API REST par exemple. Donc votre application va pouvoir piloter Jasper Report Server pour générer des rapports, récupérer les rapports et les intégrer dans la page que votre application renvoie à l'utilisateur. Bien évidemment, votre application, si elle utilise des feuilles de style CSS, eh bien ces feuilles de style pourront s'appliquer aussi au rapport généré. Et donc vous allez beaucoup plus facilement pouvoir conserver une unité, je dirais, dans la représentation de vos rapports intégrés dans votre application. De même, il est très facile d'intégrer la gestion du référentiel dans votre application et des sources de données nécessaires pour générer les rapports. Donc vous allez pouvoir l'intégrer dans votre application si vous le souhaitez, et puis vous allez pouvoir aussi piloter aussi ces fonctionnalités de Jasper Server depuis votre application.
Enfin, Jasper Report Server supporte bien évidemment les mécanismes de single sign-on, puisque au niveau de la sécurité, les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et tous les objets de sécurité peuvent être soit dans Jasper Report Server, mais peuvent aussi se trouver dans des fichiers, dans des tables de base de données, dans des annuaires LDAP, annuaires Active Directory, de manière à ce que les utilisateurs qui sont déclarés dans votre application métier soient aussi en même temps existants dans Jasper Report Server, qu'ils les connaissent également. Et on peut aller encore plus loin donc avec une couche de single sign-on, comme par exemple le CAS, ce qui va vous permettre d'intégrer complètement de manière transparente Jasper Report Server à votre application, puisque lorsqu'un utilisateur sera connecté à votre application métier, il sera de fait aussi connecté à Jasper Server avec le même utilisateur, ce qui fait que lorsqu'il va soit basculer de votre application vers le portail Jasper Server, soit que votre application va embarquer dans son portail un élément de Jasper Server, et bien Jasper Server sera en mesure de générer le rapport en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Le troisième niveau correspond à une intégration un petit peu plus poussée, puisque ce coup-ci, on va toujours utiliser Jasper Report Server, mais en plus on va pouvoir intégrer des tableaux de bord. Alors les tableaux de bord sont des regroupements de rapports, et vous allez donc pouvoir afficher des tableaux de bord un petit peu comme des mashboards, enfin disons avec des petites portlets ou dashlets selon la terminologie. Et donc l'utilisateur va pouvoir avoir un tableau de bord embarqué dans votre application qui va lui permettre d'avoir une vue synthétique sur les données de son application métier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toute l'interface de Jasper Report Server va être accessible aussi en termes de mobilité depuis par exemple un iPad, puisque Jasper Report Server va automatiquement convertir les composants Flash par exemple dans un format HTML5 avec du JavaScript pour conserver les animations et l'interactivité. L'interface va également potentiellement s'adapter au navigateur de l'iPad pour maximiser, je dirais, l'espace, et puis aussi pour gérer tout ce qui va être l'interface tactile, dans laquelle on n'a pas spécialement de clic droit ou de bouton de défilement. De plus, Jasper Report Server va permettre aussi d'intégrer dans votre application le concepteur de tableau de bord, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir lui-même créer ses propres tableaux de bord avec les rapports existants. Donc là encore, ça va être les utilisateurs qui vont bénéficier de cette intégration supplémentaire avec les tableaux de bord. Pour cela, pour intégrer les tableaux de bord dans votre application, vous allez avoir besoin de la suite professionnelle, la suite commerciale et du concepteur de rapport iReport commercial, puisque la fonctionnalité concernant les tableaux de bord n'est disponible qu'à partir de la version commerciale. Les deux premiers niveaux étaient disponibles depuis la version communautaire. Donc pour intégrer des tableaux de bord, il va tout simplement falloir utiliser une méthode d'intégration qui utilise des iframes, et donc dans votre application vous allez pouvoir définir un cadre dans l'application web dans lequel c'est Jasper Server qui affichera le tableau de bord de l'utilisateur. Maintenant je vais vous montrer comment cela se concrétise. Donc je vais commencer par vous illustrer cet exemple avec le premier niveau d'intégration avec iReport, qui est notre studio de développement. Donc le studio de développement, je l'utilise là en tant que simple client Java, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un logiciel Java et qui est lié à la bibliothèque directement, exactement comme n'importe laquelle de vos applications Java pourrait l'être. Donc ce programme Java a ouvert un rapport, donc ça signifie qu'il a ouvert le fichier modèle du rapport. L'application a aussi ouvert une connexion vers la source de données.
de manière à pouvoir transmettre au rapport les données nécessaires. Si ce rapport nécessitait des paramètres, c'est l'application Java qui elle-même aussi va devoir demander à l'utilisateur, donc vous devez développer votre propre code pour que l'utilisateur puisse renseigner les paramètres, et donc l'application Java va demander les paramètres à l'utilisateur, les enregistrer dans une structure Java pour pouvoir les transmettre à la bibliothèque. Ensuite, lorsque l'on va demander à la bibliothèque d'exécuter ce rapport, eh bien, on va lui transmettre les jeux de données, les données elles-mêmes issues de la source de données que l'on aura récupérées, les paramètres nécessaires, et la bibliothèque va fournir en retour un objet avec le rapport généré que l'on va pouvoir afficher dans l'application. Ensuite, votre application peut bien évidemment convertir ce rapport dans un des formats que vous souhaitez. Mais cela signifie que la charge revient à votre application pour convertir ce rapport dans un des formats tels que le PDF par exemple ou l'Excel. Alors, ce type d'intégration, là je vous l'ai montré dans une application Java autonome, mais on peut avoir ce type d'intégration aussi dans une application Java web. Là, j'ai ouvert une application, un exemple d'application web écrite en Java, qui va, elle aussi, pouvoir piloter Jasper Report, la bibliothèque. Donc lorsque je clique sur cet onglet, en fait, on va arriver sur une nouvelle page dans laquelle on va avoir un rapport qui a été généré à la volée par l'application, puisqu'elle a piloté la bibliothèque. En fait, l'application a commencé par ouvrir la source de données, récupérer les données. Ensuite, elle a demandé à la bibliothèque de créer le rapport, et elle a ensuite exporté ce rapport dans un format PDF, de manière à pouvoir l'afficher sur la page web. Donc là, c'est la même technologie, la même méthode, le même niveau d'intégration depuis une application web. Ensuite, on va pouvoir bien évidemment utiliser les API Web Services et REST pour pouvoir faire ce type d'intégration. Donc là, je vais revenir sur iReport. Donc quand je suis dans une application en client lourd, je peux très bien me connecter au référentiel de Jasper Server. Donc là, j'ai une connexion sur le référentiel de Jasper Server. On voit que j'ai une connexion qui se fait à travers une URL pour accéder au service web avec une identification. Et à travers cette connexion, ce que je vais faire, je referme le rapport, j'en ai pas besoin. À travers cette connexion, je vais pouvoir aller naviguer avec les services web dans le référentiel du serveur, dans lequel je vais pouvoir aller trouver les rapports. À partir de là, je peux prendre un rapport et je vais demander à Jasper Server d'exécuter ce rapport lui-même. Autrement dit, ce n'est pas mon application qui va chercher le jeu de données, qui va piloter la bibliothèque. En fait, mon application va se contenter de demander à Jasper Server d'exécuter le rapport, et c'est Jasper Server qui, connaissant la source de données, connaissant éventuellement tout ce qui est nécessaire pour générer le rapport, va piloter lui-même la bibliothèque pour nous renvoyer en retour le rapport généré que l'on peut voir ici. Donc là, ce n'est absolument pas mon application qui a travaillé. Ça signifie que si je veux mettre à jour le rapport, j'ai juste à le mettre à jour dans Jasper Server, dans le référentiel de Jasper Server, sans avoir à modifier mon application. Donc bien évidemment, cette intégration en client lourd, on peut aussi la faire en client léger web. Donc là, je reviens sur mon application intégrée en mode web, et je vais aller sur le deuxième onglet qui va lui aussi piloter Jasper Server à travers les services web, de manière à demander à Jasper Server la génération du rapport, l'export en PDF, pour récupérer le fichier PDF et l'afficher directement. Donc on constate que la charge de travail dans l'application est beaucoup plus légère, puisqu'on a tout délégué à Jasper Server. La gestion du référentiel, la gestion de tout ce qui est nécessaire pour la génération du rapport, la gestion de la sécurité s'il y en avait, et ainsi de suite. Donc ce type d'intégration-là, je vous l'ai montré à travers les services web. Je vais refermer
mon application Java autonome. Maintenant, ce que l'on peut voir, c'est que les services web, on fournit plusieurs API, donc on a une API service web SOAP, mais on a également une API REST. Et donc, avec cette API REST, on va pouvoir aussi utiliser d'autres langages que Java. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une application PHP, et je peux très bien me connecter avec cette application PHP à Jasper Server. Donc là, je me connecte à l'application PHP, et à travers l'interface REST, en fait, cette application va pouvoir aller naviguer dans le référentiel. Donc là, on retrouve notre référentiel, mais ce n'est pas Jasper Server qui a affiché le référentiel, c'est bien mon application qui est allée interroger Jasper Server à travers l'API REST pour obtenir les éléments du référentiel. Je vais pouvoir naviguer dans le référentiel, et à chaque fois, mon application va interroger Jasper Server pour savoir ce qu'elle doit afficher. Je vais aller chercher les exemples de rapport, et je vais pouvoir m'intéresser à un rapport et à travers l'interface REST demander à Jasper Server d'exécuter ce rapport pour l'intégrer intégrer le résultat dans ma page. Et là, il ne s'agit pas d'une iframe, il s'agit bien d'un rapport que mon application a récupéré par l'API REST et a intégré elle-même dans la page web. On retrouve le rapport que je vous ai présenté juste avant. Ensuite, on va pouvoir donc intégrer, au-delà de l'intégration de rapports générés à la volée, on va pouvoir donc, comme je l'ai dit, intégrer des tableaux de bord. Alors pour intégrer des tableaux de bord, on a besoin d'intégrer une iframe. Donc je vais vous montrer un premier exemple avec l'application Java. Donc ici, je vais ouvrir ce troisième onglet. Cet onglet va créer dans la partie basse de la page une iframe, et cette iframe va appeler l'URL que l'on voit ici. Donc, on constate que cette URL ici a un paramètre supplémentaire, c'est l'URL du tableau de bord, mais à laquelle on a rajouté un paramètre de manière à pouvoir masquer toutes les décorations autour du tableau de bord et à nous demander à Jasper Server de nous fournir que la page avec le tableau de bord sans les décorations, sans les menus propres à Jasper Server. Et donc dans mon application Java, j'ai pu avoir le tableau de bord embarqué dans une iframe de manière complètement transparente. Alors, cette intégration, on peut bien évidemment l'avoir quel que soit le langage, puisqu'il s'agit uniquement d'une iframe. Donc là, si je reviens sur mon application PHP, eh bien, je vais pouvoir également demander l'iframe et je vais pouvoir avoir les éléments de Jasper Server dans une iframe, y compris l'interface de Jasper Server. Je vais rebasculer sur les diapositives pour continuer à vous expliquer les niveaux suivants. Le quatrième niveau que nous avons identifié en termes d'intégration consiste à intégrer la création de rapports avec notre éditeur de rapports ad hoc dans l'interface web de votre application. Donc cette interface, lorsque l'on fait cette intégration-là, on bénéficie bien évidemment déjà des 3 premiers niveaux. Et cette interface va permettre aux utilisateurs non techniques de créer eux-mêmes leurs propres rapports, que ce soit des rapports de type tableau, de type graphique, de type tableau croisé, éventuellement de type vue analytique OLAP, et va aussi leur permettre de créer des tableaux de bord. Alors, on va pouvoir très facilement créer des rapports avec cette interface puisque nous disposons d'une couche de métadonnées, une couche sémantique que nous appelons domaine, qui va permettre aux utilisateurs d'exprimer des requêtes dans leur langage métier, et c'est cette couche qui va être en charge de convertir cette requête métier dans un langage technique comme le SQL. Cette couche sémantique est aussi en mesure d'apporter de la sécurité par rapport aux données, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur crée un rapport,
ce rapport n'affichera que les données auxquelles l'utilisateur a le droit d'accéder, autant en termes de colonnes qu'en termes de lignes. Lorsque l'utilisateur va ensuite sauvegarder ce rapport et éventuellement donner des permissions d'exécution à un autre utilisateur, eh bien cet autre utilisateur pourra exécuter ce même rapport, mais il ne verra pas forcément les mêmes données à l'intérieur du rapport, puisqu'il n'aura pas forcément les mêmes droits d'accès aux données. De même, cette interface, lorsque l'on crée un rapport de type tableau croisé, va permettre d'effectuer des analyses et de l'exploration dans les données, avec des fonctionnalités de drill-through pour pouvoir plonger dans les données et expliquer certains résultats par exemple. Donc là encore, ce sont les utilisateurs qui bénéficient surtout de cette interface, mais également les administrateurs, puisque elle peut aussi servir à des personnes, des administrateurs, pour créer des rapports et les mettre à disposition des utilisateurs. Pour faire cette intégration, là encore, on a besoin de la suite commerciale, puisque les fonctionnalités de création de rapports à la demande ne sont disponibles que dans la version commerciale de notre suite. Et d'un point de vue technique, pour pouvoir effectuer cette intégration, de la même façon que pour intégrer un tableau de bord, eh bien, l'intégration va se faire dans une iframe, de manière à pouvoir embarquer un morceau de page généré par Jasper Report Server dans votre application. Il est préférable, lorsque l'on fait des analyses et des tableaux croisés, d'avoir un data warehouse pour pouvoir historiser les données et donc pour pouvoir effectuer des analyses dans le temps, et pour avoir également un schéma soit en étoile, soit un schéma en flocon qui offre de meilleures performances quant aux analyses. Le cinquième niveau va permettre aux utilisateurs d'analyser les données plus en profondeur. Donc je vous ai parlé de la possibilité de créer des tableaux croisés dynamiques depuis l'interface ad hoc. Je vous en parlais en utilisant les domaines, notre couche métier, donc sans prédéfinition des axes d'analyse ou des mesures. Là, nous allons utiliser dans ce cinquième niveau notre moteur OLAP, puisque Jasper Report Server est à la fois fournisseur de cubes OLAP et client OLAP. Donc notre moteur OLAP va pouvoir s'appuyer sur une base de données SQL et sur une définition de cube dans laquelle on aura défini ce que sont les mesures avec leurs formules de calcul qui peuvent être particulièrement complexes, et ce que sont les dimensions. On explique donc ce qu'est une dimension temps. Pour une dimension temps, par exemple, on va souvent définir au moins deux hiérarchies, une hiérarchie année, mois, jour, et une autre hiérarchie année, semaine, jour, puisque ces deux hiérarchies sont incompatibles. Puis on définira certainement aussi une dimension de type géographique, avec une hiérarchie telle que pays, région, département, et ainsi de suite. Ensuite, le moteur Rollup sera en mesure de répondre à des requêtes multidimensionnelles complexes en les traduisant en SQL, en exécutant le SQL et en renvoyant le résultat à l'utilisateur. Alors là, les utilisateurs qui bénéficient de ces fonctionnalités sont des personnes ayant un profil plus analyste. Alors typiquement, les contrôleurs de gestion, par exemple, vont être intéressés par ce type de fonctionnalité. Pour mettre en place cette intégration, il va falloir utiliser notre suite Enterprise qui comporte, en plus de la suite professionnelle, le moteur OLAP. Et il est préférable aussi d'utiliser notre TL de manière à pouvoir construire l'entrepôt de données modélisé en étoile ou en flocon pour pouvoir offrir de meilleures performances et pour pouvoir aussi préagréger certaines valeurs dans l'entrepôt de manière à permettre à notre moteur d'utiliser des valeurs préagrégées lorsqu'il peut le faire. L'intégration va pouvoir se faire, là encore, dans une iframe pour pouvoir intégrer le concepteur de rapport ad hoc qui va permettre de naviguer dans les cubes OLAP. Donc voilà. Je vais vous illustrer ces deux niveaux d'intégration à travers une petite démonstration.
Juste un instant. Donc, je vais utiliser l'intégration Java dans un premier temps pour vous montrer qu'il est possible d'embarquer le concepteur de rapport dans une iframe, dans une application écrite en Java. Donc là, on constate qu'on a bien l'application qui est disponible avec, à l'intérieur de l'application, dans l'iframe, le concepteur de rapport en mode web. Donc on a accès au concepteur de rapport. On va pouvoir concevoir des rapports sur des topics ou des rubriques. Donc là, en ce qui concerne les rubriques, il s'agit de requêtes, et de requêtes au sens large du terme, puisqu'il peut s'agir de requêtes bien évidemment SQL sur une base de données SQL, mais il peut également s'agir de requêtes XPath sur des fichiers XML ou sur des web services. Il peut s'agir de requêtes multidimensionnelles sur des cubeolap. Il peut s'agir de requêtes sur une base MongoDB par exemple, donc une requête écrite en JSON, et ainsi de suite. On peut également s'appuyer sur la couche de métadonnées, donc les domaines, pour créer un rapport, comme nous allons le voir un petit peu plus tard, ou sur des connexions à des cubes OLAP. Là encore, on va voir cette fonctionnalité dans la suite de la démonstration. Donc, dans un premier temps, je vais m'appuyer sur une requête et je vais créer un rapport de type tableau sur une requête prédéfinie. Donc je vais arriver dans le concepteur de rapport, dans l'interface du concepteur de rapport. Voilà. Et dans cette interface de conception du rapport, je vais pouvoir aller sélectionner des champs, soit un par un, soit plusieurs champs ensemble. Je vais pouvoir utiliser des mesures. On constate qu'ici, il y a une séparation entre les champs et les mesures, mais rien n'interdit de déplacer une mesure et de la placer dans la zone des champs et vice-versa. Ensuite, on va bien évidemment pouvoir modifier l'ordre des colonnes si on le souhaite, que ce soit ici ou dans le rapport directement. On va pouvoir effectuer des regroupements en fonction par exemple du code postal, et puis on va pouvoir modifier les valeurs des paramètres de notre jeu de données. Donc là par exemple, je vais m'intéresser plutôt à la France pour avoir les informations concernant la France. Ensuite, bon, je peux bien évidemment masquer les informations de détail pour ne conserver que les informations agrégées si je le souhaite, mais oui, je vais le faire d'ailleurs, je vais masquer les informations de détail et ne conserver que les informations agrégées. Ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, retirer les colonnes pour ne conserver que les informations qui m'intéressent. Alors, je vais pouvoir rajouter tout ce que je souhaite dans mon rapport, et puis je vais pouvoir aussi basculer en mode données complètes, puisque pour me permettre une meilleure interactivité, Jasper Report Server ne m'envoyait qu'un échantillon de données. Donc tout ça se fait à travers l'interface de Jasper Report Server, mais elle est complètement masquée à l'utilisateur, puisque elle est embarquée dans mon application, et donc l'utilisateur ne voit absolument pas qu'il manipule Jasper Report Server. D'autant plus que l'interface de Jasper Report Server est complètement personnalisable, donc elle peut être mise aux couleurs de votre application. Il est également possible de créer des champs calculés si on le souhaite, donc des formules de calcul sur des champs en tant que simple utilisateur. Je vais refermer ce rapport. En fait, je vais recréer un autre rapport depuis l'interface de création de rapport pour vous montrer comment l'utilisateur peut utiliser notre couche sémantique, les domaines, pour créer lui-même sa propre requête sur les données. Donc le domaine, comme je vous le disais, connaît le langage métier utilisateur, il connaît la structure de la base de données, de l'entrepôt de données, et donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir sélectionner un domaine en tant qu'utilisateur, et puis dans ce domaine, on va pouvoir faire une sélection de données, autrement dit faire une requête métier sur les données, dans le langage utilisateur, et le domaine se charge ensuite de convertir cette requête métier dans une requête SQL, en ajoutant les clauses permettant de faire le filtrage en termes de sécurité.
devrait arriver normalement. Tiens, je vais recommencer. Ah bah non, c'est bon. Si. Hop. Voilà, je vais aller sélectionner mes données dans le domaine. Donc, on va ajouter les clauses pour filtrer les données en termes de sécurité en fonction de l'utilisateur qui demande à accéder à ce rapport. Bon, il semble que j'ai un petit problème avec mon application Java. Donc, je vais basculer sur l'application PHP pour faire cela. Donc, lorsque je veux créer un rapport, je vais pouvoir ici le faire aussi depuis mon application PHP. Et demander à créer mon rapport sur le domaine. Donc je vais aller sélectionner les données qui m'intéressent dans mon langage utilisateur. Voilà. Donc on voit bien que le domaine est éloigné des tables et des colonnes. Donc là, je vais pouvoir aller choisir les informations qui m'intéressent. Donc je vais prendre toutes les données concernant les dépenses. Et puis je vais tout de suite créer un tableau avec ces informations, avec cette requête métier. Je vais arriver dans le concepteur de rapport exactement comme auparavant, mais je vais être en mode tableau croisé puisque j'ai demandé à créer un rapport de type tableau croisé. Et donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser les mesures que j'ai sélectionnées. Ici, voilà la somme de ma mesure, quitte ensuite à demander à ce qu'elle s'affiche par exemple en dollars. Et puis je vais pouvoir ensuite utiliser des informations ici, par exemple le type de magasin comme moyen de ventiler ces dépenses pour pouvoir voir comment ces dépenses sont réparties en fonction du type de magasin. Donc ici, je navigue bien dans un tableau croisé, mais je suis en mode non OLAP. Donc je m'appuie uniquement sur le SQL pour effectuer cette navigation dans les données. Maintenant, je peux également, à travers l'interface ad-hoc, donc accéder au 5e niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais intégrer également la possibilité pour l'utilisateur de créer des rapports sur des cubes OLAP. Donc là, pour cela, je choisis d'utiliser une connexion OLAP comme source de données pour mon rapport, et puis je vais choisir un cube OLAP. Je vais créer mon cube OLAP, enfin je vais créer ma vue analytique OLAP, donc je vais choisir les mesures qui m'intéressent, je vais prendre les bénéfices de la période précédente, les bénéfices de la période courante et l'évolution des bénéfices. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais directement glisser une dimension complète, puisque les dimensions sont prédéfinies, dans mon tableau. Alors, ce qui est intéressant avec l'OLAP, c'est que il est possible de définir des formules complexes et que l'OLAP connaît le concept de période précédente. Ça signifie qu'on peut avoir sur la même ligne les bénéfices de la période courante, donc là de 2006, mais également les bénéfices de la période précédente. Alors pour 2006, j'ai pas de période précédente, donc ça a repris les bénéfices de la période courante. En revanche, pour 2007, je n'ai pas de valeur pour 2007, mais la période précédente, c'était bien 2006. Et cette notion de période précédente s'adapte à la granularité du tableau en OLAP. C'est-à-dire que là, lorsque je déplie l'année 2006, eh bien si je regarde, la valeur pour la période précédente du deuxième trimestre correspond à la valeur du premier trimestre. À ce niveau-là, lorsque je suis à une granularité de type trimestre, eh bien la période précédente est le trimestre précédent. Et je peux continuer comme ça à descendre. La même formule va continuer à s'adapter dynamiquement par rapport à la granularité, puisque ici, pour le mois de mai, la période précédente, eh bien, ce sont les bénéfices du mois d'avril. Donc ça, c'était pour présenter la fonctionnalité. Alors évidemment, comme ça,
elle n'a pas un grand intérêt, mais elle permet surtout d'être utilisée pour calculer des évolutions en termes de bénéfices par exemple, ou d'autres indicateurs. On va pouvoir calculer des évolutions depuis la période précédente, mais on peut également utiliser d'autres concepts comme les périodes parallèles. Autrement dit, si j'avais utilisé les périodes parallèles dans cet exemple, eh bien j'aurais pu avoir les bénéfices pour le mois de mai 2006 et ici les bénéfices pour le mois de mai 2005 pour comparer d'année en année, par exemple. Je vais terminer cette démonstration en vous montrant que pour faciliter cette intégration, en particulier avec les iframes, eh bien, il est tout à fait possible d'utiliser des mécanismes de single sign-on. Et lorsque j'ouvre la connexion sur Jasper Report Server et que je demande à afficher le thème normal de manière à pouvoir avoir en haut l'identifiant de l'utilisateur connecté, je vois que mon utilisateur connecté, c'est l'utilisateur de Single Sign-On. En fait, lorsque j'ai basculé de mon application vers un Jasper Report Server, je n'ai pas eu à me réauthentifier, puisque nous avons utilisé un mécanisme de Single Sign-On, et que donc, lorsque je me suis connecté à mon application, automatiquement, mon application s'est connectée à Jasper Report Server aussi, enfin a connecté mon utilisateur en même temps à Jasper Report Server, ce qui fait que je peux basculer de l'un à l'autre de manière complètement transparente, sans avoir à me réidentifier. Donc voilà pour ce bref aperçu concernant les différents niveaux d'intégration possibles entre les briques de notre suite de reporting. Donc le premier niveau, pour rappel, c'est l'intégration avec la bibliothèque directement, mais cela suppose un développement Java qui est lié à la bibliothèque, qui pilote intégralement la bibliothèque, donc une certaine charge en termes de développement, et puis ça suppose aussi une maintenance des rapports dans le développement Java. Le deuxième niveau consistait à utiliser Jasper Report Server comme back-end pour générer les rapports, et on délègue à Jasper Report Server toute la gestion du référentiel, la gestion de la sécurité. On sépare bien la couche de représentation des données avec les rapports de la couche métier avec votre application, et votre application se contente de piloter Jasper Report Server pour générer les rapports, et ensuite c'est votre application qui les intègre dans l'interface utilisateur. Le troisième niveau consistait à utiliser les iframes pour embarquer dans une application web les tableaux de bord. Donc là, ça suppose la version commerciale de notre suite. Éventuellement en utilisant des mécanismes de single sign-on, comme on vient de le voir. Le quatrième niveau permettait d'embarquer également la création de rapports pour les utilisateurs finaux. Et le dernier niveau permet d'aller plus loin encore, puisqu'on va pouvoir intégrer les fonctionnalités OLAP. Je vais rendre la main à Isabelle et Caroline pour clore ce webinaire, et nous allons tâcher de répondre à vos questions. Donc, merci François, merci pour toutes ces explications. Donc nous avons une troisième et dernière question sur notre enquête. Donc la question est: quel est le niveau de décisionnel intégré qui vous intéresse le plus? Donc niveau 1, les rapports statiques. Niveau 2, ce sont les rapports interactifs. Le niveau 3, des tableaux de bord interactifs. Le niveau 4, décisionnel libre-service pour des rapports et de l'exploration. Et le niveau 5, donc de l'analyse avancée. Donc, vous allez pouvoir répondre. Répondre à ces questions. Un écran va apparaître. On vous laisse un peu de temps pour répondre.
Donc voilà, le vote est terminé par rapport à cette troisième question. Nous vous remercions en tout cas des réponses que vous nous avez apportées. Nous allons conclure donc ce séminaire web qui a abordé les 5 niveaux du décisionnel que vous pouvez associer à votre application, donc de l'intégration de type statique avec le niveau 1, incluant un rapport statique de base jusqu'à une solution donc d'analyse intégrée, puissante et hautement interactive, comme nous l'avons vu avec les explications et les démonstrations de François. Donc, les applications ne sont plus compétitives si elles servent simplement à automatiser les processus métiers. Aujourd'hui, elles vont, en fait, ces applications doivent faire plus. Ce que les clients attendent, c'est qu'elles permettent d'améliorer l'efficacité et de faciliter la prise de décision. Donc, grâce au décisionnel, les éditeurs de logiciels indépendants ont la possibilité de proposer à leurs utilisateurs une expérience hautement interactive, contextuelle et enrichissante. Donc, on a vu que grâce à ces fonctionnalités, ils vont pouvoir proposer une meilleure valeur ajoutée à un plus grand nombre de profils d'utilisateurs. En fait, il ne s'agit plus d'atteindre le travailleur du savoir standard, mais également l'utilisateur de l'application. Enfin, les applications analytiques permettent aux éditeurs de logiciels indépendants d'être plus compétitifs et de pouvoir potentiellement fournir à leurs clients des services connexes de qualité pour ainsi générer de nouvelles sources de revenus. Donc ces 5 niveaux qui ont été décrits en détail par François, vous les retrouvez donc dans nos suites commerciales, donc 4 suites logicielles commerciales de Jasper Report Professional jusqu'à Jasper Business Intelligence Enterprise. Donc Jasper Report, c'est une bibliothèque de rapports, un moteur de conception de rapports qui va s'adresser à des développeurs de rapports. Et à partir de Jasper Business Intelligence Express, vous allez passer en fait sur un mode serveur où tout se fait dans un référentiel. Donc on pilote à partir de Jasper Server, on ne gère pas de rapport, mais tout va se faire dans le référentiel. On ne gère plus non plus les liens avec les bases de données, tout va se faire automatiquement. Avec Jasper Business Intelligence Professional, là on a des fonctionnalités encore plus avancées avec des concepteurs de requêtes ad hoc, un éditeur de rapports ad hoc, des tableaux de bord, de l'analyse en mémoire, un ETL, l'ETL TOS de Talend, avec une console d'activité de monitoring sur les jobs Talend. Et Jasper Business Intelligence Enterprise est la suite la plus complète qui prend en compte toutes les fonctionnalités que je viens de vous nommer, avec en plus de l'analyse OLAP, de l'Excel Viewer, de l'intégration de données, des fonctionnalités de multitenant, de l'audit login, et un ETL, l'ETL TIS de Talend avec l'ordonnanceur plus sa console de supervision des jobs, donc la version complète de l'ETL Talend. Donc pour télécharger en fait des versions d'évaluation de nos logiciels, vous téléchargerez en fait la version complète, donc Jasper BI Enterprise. Vous avez des adresses qui s'affichent sur votre écran. Et alors on vous conseille vivement, c'est d'aller également sur Jasper Getting Started, qui est en fait un scénario de test que vous allez pouvoir suivre et qui va vous faciliter en fait vos tests avec Jaspersoft. Donc vous pouvez également essayer notre version Live Online sans installation qui est valable 7 jours et que vous allez pouvoir télécharger, que vous allez pouvoir utiliser directement. Voici donc les différents détails pour en fait prendre contact avec nous, pour nous envoyer vos questions, vos demandes également. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc vous avez un numéro de téléphone et une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos demandes. Il y a également le blog de notre PDG qui est Brian Gentile.
Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche. Voilà, donc nous allons passer à vos questions. Caroline, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu en as? Oui, j'ai passé les questions à François. Donc, Alors, j'ai une première question technique. Quel est le degré de complexité pour l'utilisation des sous-rapports et des graphiques camembert dans les rapports dynamiques Jasper? Donc, en termes d'intégration, si on utilise le premier niveau d'intégration, cela signifie qu'il va falloir gérer dans l'application l'ouverture des sous-rapports, hein, et la transmission de toutes les ressources. Quand on prend le rapport maître, on veut générer le rapport maître qui comporte des sous-rapports, il va falloir que notre application fournisse à la bibliothèque non seulement le rapport que l'on veut générer, mais également toutes les ressources nécessaires, et parmi les ressources, les sous-rapports par exemple, hein, à l'application, à la bibliothèque. Et ensuite la bibliothèque va générer le rapport et on peut lui demander donc de le générer. On va récupérer un objet intermédiaire qu'il va ensuite falloir demander à la bibliothèque de convertir dans le format d'export que l'on souhaite pour avoir justement les composants particuliers comme les camemberts animés par exemple. Si en revanche on fait appel à un niveau supérieur, donc on fait appel à Jasper Report Server, et bien toute cette mécanique est complètement masquée. On se contente de demander à Jasper Server, voilà, je veux avoir le rapport maître généré. Et c'est Jasper Server qui va s'occuper de transmettre, d'ouvrir toutes les ressources nécessaires et de les transmettre à la bibliothèque pour que la bibliothèque puisse générer le rapport dans le format désiré. Donc du coup ça allège énormément la charge à partir du deuxième niveau. J'ai une autre question qui concerne la sécurité dans l'application à propos de OLAP et de Jasper Server. Si on a un serveur avec plusieurs sociétés dessus, donc en mode multitenant. Donc les cubes OLAP intègrent également des fonctionnalités de sécurité qui vont permettre de filtrer les données accessibles aux utilisateurs en fonction de justement des utilisateurs qui s'y connectent. Et donc on va pouvoir là aussi gérer les données disponibles et les données disons utilisées par le cube OLAP pour répondre aux requêtes multidimensionnelles et pour remplir les tableaux croisés. Si on n'est pas sur de l'OLAP, si on est sur des tableaux croisés basés sur des domaines, cette sécurité est intégrée dans les domaines. Et donc là encore, lorsqu'un utilisateur crée un tableau croisé et qu'il l'enregistre, eh bien, s'il donne accès à ce tableau croisé à un autre utilisateur, lorsque cet autre utilisateur exécutera ce même tableau croisé, il ne verra pas du tout, ou du moins il pourra très bien ne pas voir du tout les mêmes données que celui qui l'a créé, puisque les droits sur les données vont continuer à s'appliquer. Une troisième question qui nous demande si on utilise l'ETL que pour l'OLAP. Alors non, bien évidemment non. L'ETL, il est utilisable à tous les niveaux puisque quoi qu'il arrive, habituellement les bonnes pratiques font que on construit un ODS, un data warehouse ou des data mart pour effectuer le reporting. On n'effectue pas le reporting directement sur les bases de production, en particulier pour éviter justement que un rapport créé par un utilisateur impacte les performances de l'application métier. Donc du coup, l'ETL peut être utilisé pour aller collecter les données où qu'elles soient, et elles peuvent être dans différentes sources. Vous pouvez très bien avoir des données qui soient dans une base SQL, et puis d'autres données qui soient dans un fichier CSV, et puis les troisièmes données qui soient dans une base MongoDB par exemple. Et vous pouvez tout agréger dans un data warehouse. Ça va vous permettre de faciliter les jointures, ça va vous permettre de nettoyer les données pour enlever justement les données techniques de production, opérationnelles dont on n'a pas besoin pour faire le reporting. Ça va permettre de nettoyer les données par rapport à des informations qui seraient erronées. Un utilisateur qui est déclaré plusieurs fois et que dans le reporting vous ne souhaitez voir apparaître qu'une seule fois. Ça peut être également pour précalculer des agrégations, puisqu'on sait que certaines agrégations seront demandées, donc autant qu'elles soient déjà précalculées. Et donc voilà. Et ça ne sert pas que à remodéliser un schéma en étoile ou en flocon. Non, l'ETL, on préconise de l'utiliser pour tous les rapports. On a une question qui nous demande s'il sera possible d'envoyer les diapositives. Caroline, je crois que c'est bon. Oui, nous allons envoyer le enregistrement après le séminaire web, donc dans les... D'accord.
dans les jours prochains. D'accord. Ensuite, est-ce que le séminaire web sera enregistré et disponible sur le site de Jaspersoft? Caroline? Oui. D'accord. On me demande s'il est possible de s'appuyer sur une base de données de type Oracle 11G, il n'y a aucun souci. On sait se connecter à tout type de base de données relationnelle dès lors que la base de données, que l'éditeur de la base de données fournit un pilote JDBC pour faire une connexion native sur la base de données. Donc on va savoir le faire. On sait aussi éventuellement passer par des pilotes ODBC ou par d'autres moyens, mais disons qu'en ce qui concerne Oracle, en ce qui concerne la majorité, je dirais, des éditeurs de bases de données relationnelles, ils fournissent un pilote JDBC et donc on peut se connecter aux bases de données nativement. Alors, quel est le volume de données que l'on peut traiter avec notre logiciel et à quelle vitesse? C'est une question complexe. En fait, de très gros volumes. Alors déjà d'une part, on peut évoluer en load balancing, on supporte parfaitement une architecture en load balancing. Ça signifie que vous pouvez avoir un frontal de load balancing avec une ferme de serveurs Jasper et un seul référentiel partagé entre tous ces serveurs. Donc là, du coup, vous allez pouvoir évoluer. Mais avant d'avoir ce besoin-là, il faut savoir que Jasper Report Server cherche à minimiser les ressources nécessaires à tous les niveaux. D'une part, Jasper Report Server va implémenter ses mécanismes de cache lorsqu'il effectue des requêtes sur les sources de données. Donc les données ont des chances d'être là. Ensuite, lorsque l'on génère un rapport, Jasper Report Server va demander les données à la base de données. Les données vont transiter vers le réseau, elles vont être mises en forme par Jasper Server, et ensuite elles sont exportées vers le poste utilisateur, mais uniquement la page demandée vers le poste utilisateur. Ça signifie qu'on économise des ressources en bande passante vers le poste utilisateur et sur le poste utilisateur. Et ensuite, lorsque l'utilisateur navigue dans les pages du rapport, on ne va pas refaire jouer les requêtes sur la base de données, d'une part pour ne pas charger la base de données, d'autre part, si les données sous-jacentes sont très volatiles, on aurait des incohérences ensuite entre les différentes pages du rapport. Donc on ne rejoue pas la requête sur la base de données, ensuite les données ne transitent pas par le réseau, on ne refait pas la mise en forme du rapport, on ne fait qu'exporter la deuxième page en HTML vers le poste utilisateur. Si l'utilisateur demande à exporter toutes les pages en PDF, eh bien le même mécanisme s'applique. Donc du coup, on va être en mesure de traiter beaucoup d'utilisateurs, puisque c'est la génération, et ça c'est au moment où l'utilisateur clique sur un rapport qui compte. Et ce n'est pas le nombre d'utilisateurs déclarés, le nombre d'utilisateurs simultanés. C'est la complexité des rapports, et puis ça va surtout être, surtout sur les gros volumes de données, les performances du stockage de bases de données. Donc pour cela, on a des partenariats avec des bases de données spécialisées qui peuvent être orientées colonnes, par exemple, ou des bases de données. On sait aussi se connecter donc à des bases de données de type big data qui peuvent faire du stockage parallèle. Alors bon, après ça, dans les big data, on a certaines bases de données qui s'appuient sur Hadoop, comme Hive ou HBase. Et puis, on va avoir des bases de données comme MongoDB, VoltDB, Cassandra et bien d'autres en fait. Donc même des bases de données de type clé-valeur pour certains rapports par exemple. Donc du coup, ça va dépendre des performances de la source de données, au moins autant que de Jasper Server, sinon plus. Est-ce que j'ai... Alors après ça, il y a encore d'autres questions, mais je pense qu'on y répondra par email sur les autres questions. Oui, ça sera mieux parce que c'est 11h moins le quart ou 12h moins le quart. Ok, donc nous allons finir ce webinaire. Nous vous remercions en fait de votre attention. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Nous ferons un plaisir de répondre à ceci et nous vous souhaitons une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.